Vous êtes ici pour en apprendre plus sur les Gaussian mixtures. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de la formation sur le clustering, je vous encourage à aller la voir. Il y a pas mal de concepts et de théories vues dans ces premières vidéos qui sont censés être acquis et sur lesquels je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir le Gaussian mixture. Le premier modèle qu'on avait vu, c'était le hierarchical clustering. Il était très simple à comprendre, ce qui nous allait pour comprendre un peu le concept de clustering et comment l'appliquer à un jeu de données. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas être entraîné à un nouveau jeu de données. Pour appliquer sur un nouveau jeu de données, on doit le réentraîner en combinant les nouvelles données et les anciennes données. Quand on travaille sur des grandes dimensions, ce n'est pas possible de travailler comme ça. Donc on a vu le k-means qui se basait sur des calculs de distance également, comme le hierarchical clustering, mais lui, une fois entraîné, pouvait s'appliquer très simplement et très rapidement à de nouvelles données. Mais le problème, c'est que le k-mean a de bonnes performances quand les distributions des données sont sphériques, ce qui n'est pas toujours le cas, et lorsque les données ne sont pas sphériques, on a quelques problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit le Gaussian mixture, qui est un algorithme un peu plus complexe, mais qui du coup peut s'appliquer à des distributions de données un peu plus complexes. Si pour vous suivre une formation sur YouTube, c'est pas forcément l'idéal, j'ai pensé à vous. J'ai créé une version de la formation gratuite sur mon site web à laquelle vous pouvez accéder directement dans un lien dans la description. De plus, si vous voulez accéder à tous les documents de la vidéo, donc les slides, le code, tout ça, vous pouvez accéder gratuitement également avec un lien dans la description. Comme ça, vous pourrez tout revoir à tête reposée. Sans plus de transition, apprenons-en plus sur le Gaussian mixture. Nous voilà à nouveau ensemble pour découvrir la théorie d'un nouvel algorithme de machine learning et aujourd'hui c'est au tour du Gaussian mixture. Donc on a vu le k-mean dans la précédente vidéo. Lorsque le k-mean résout un problème, il utilise des distances. Chaque observation appartient au cluster du centroïde le plus proche. Si on visualisait le clustering, on aurait un cercle autour de chaque centroïde qui contient les observations du cluster, comme ceux que vous voyez à l'écran. Ici tout fonctionne bien car la distribution des données sont des cercles. Mais prenons un autre exemple avec des données en forme d'ellipse. On peut voir que le modèle comprend globalement le problème, mais le fait qu'il utilise des distances pour segmenter les données, cela crée quelques problèmes. Par exemple, on voit ici des données qui sont censées être jaunes et qui sont violettes, ici des données qui sont censées être violettes et qui sont jaunes, et ici des données qui sont vertes alors qu'elles sont censées être jaunes. Si nos données ont des distributions plus complexes, on peut utiliser les Gaussian mixtures qui reposent sur le calcul de probabilité. Au lieu d'avoir des cercles, on peut essayer d'approcher n'importe quelle distribution, que ce soit un cercle ou une ellipse. On voit qu'ici, les distributions sont bien mieux comprises. Les métriques de performance seront donc bien meilleures en utilisant le Gaussian mixture qu'un algorithme de k-means. Avant d'utiliser un modèle de Gaussian mixture, n'oubliez pas de normaliser vos données. Ici, je vous propose la standardisation où on va soustraire la moyenne et diviser par l'écart type, ce qui permet d'avoir toutes les données à la même échelle. Le modèle de Gaussian mixture repose sur la loi gaussienne, qu'on appelle également loi normale. Toutes les distributions, si elles ont assez d'observations, devraient tendre vers une loi normale d'après le théorème central limite. En théorie, pour n'importe quel modèle de clustering, si on a assez d'observations dans chaque cluster pourrait être modélisé par une loi normale. On ne va pas rappeler toutes les bases de la probabilité ici, mais on va détailler la loi normale et ce graphique. Ici, ce sont les probabilités d'obtenir une valeur en utilisant cette loi. Plus une valeur est proche de la moyenne, plus la probabilité qu'elle soit générée par cette loi est forte. Plus une valeur s'éloigne de la moyenne, plus la probabilité qu'elle apparaisse est faible. La plupart des valeurs générées par la loi seront donc autour de la moyenne. La loi normale a cette expression. C'est la formule que j'utilise depuis le début de cette formation pour simuler nos données, pour tester des modèles lorsqu'on recode des algorithmes from scratch. On a mu ici qui est la moyenne et on a sigma ici qui est l'écart. Ce sont deux hyperparamètres choisis par l'utilisateur pour créer une loi normale. Si on modifie la moyenne mu, on va déplacer notre loi sur l'axe des abscisses. Si on modifie l'écart type, on modifie la probabilité que les données générées aléatoirement soient proches de la moyenne. Plus l'écart type sera faible, plus les données seront concentrées autour de la moyenne. On peut le voir avec ici cette représentation avec un écart type de 5. Les données sont concentrées autour de la moyenne. Plus l'écart type sera grand, plus les données seront dispersées loin de la moyenne. On peut le voir avec ici cette représentation avec un écart type de 15. Dans notre problématique, on va utiliser non pas la loi normale seulement avec une dimension, mais avec plusieurs dimensions. Donc on va utiliser la loi normale multivariée qui a cette expression. Ça peut faire peur et ça l'est, mais si vous ne comprenez pas toute cette expression, ce n'est pas grave. Il faut seulement que vous ayez compris l'utilité de cette expression et de la loi normale. C'est suffisant pour le moment. Vous pourrez revenir ici quand le reste sera bien maîtrisé. Pour le moment, on avance. Maintenant, on va voir le pseudocode pour entraîner un modèle de Gaussian mixture. On commence par l'initialisation aléatoire des distributions. On va donc prendre aléatoirement des observations de notre jeu de données et initialiser les k-lois de notre modèle. En premier, on a pi, qui est la proportion des populations dans chaque cluster. On a mu, qui sera la moyenne des distributions de chaque cluster. Donc on a seulement pour chaque cluster à prendre les observations aléatoirement mis dans ce cluster et à calculer la moyenne.
On a la matrice de covariance de chaque distribution. Pareil ici, on va calculer la matrice de covariance en utilisant des données aléatoirement mises dans chaque cluster. Jusqu'à la convergence du modèle, on va faire les actions suivantes. La convergence d'un modèle, c'est jusqu'à ce que le modèle soit stable et que les distributions ne changent pas entre deux itérations. Pour chaque observation, on va prédire la probabilité d'appartenance à chaque distribution. On va associer chaque observation au cluster qui a la plus haute probabilité d'appartenance. Une fois les clusters modifiés, on va pouvoir utiliser les données dans chaque cluster pour calculer le nouveau pi qui, je le rappelle, est la proportion d'observations dans le cluster. Mu qui est la moyenne du cluster et de la loi normale, et sigma qui est la matrice de covariance du cluster et de la loi normale. Et donc on répète ces actions jusqu'à ce que les lois soient stables et segmentent à la perfection notre jeu de données d'entraînement. Si le pseudocode n'est pas clair pour vous, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit schéma qui va vous aider à tout comprendre. On va essayer de segmenter une base de clients avec deux variables, le nombre d'ouvertures d'email et le panier moyen. L'objectif est de pouvoir cibler au niveau marketing seulement les meilleurs clients. On va utiliser un cas égale 2, c'est-à-dire que l'on veut segmenter notre base de données en deux clusters. On commence la phase d'initialisation. Aléatoirement, on va attribuer des observations à un cluster. On a le cluster vert et le cluster rouge. Pour le cluster rouge, on va calculer pi, qui est la proportion de population dans le cluster rouge, mu1 qui est la moyenne des valeurs des observations du cluster rouge, sigma 1 qui est la matrice de covariance des observations du cluster rouge. Avec ces données, on va pouvoir modéliser une loi qui représente les observations à l'intérieur du cluster rouge. On va faire la même chose avec le cluster vert. On va calculer pi2 qui est la proportion de population dans la classe verte, ici 8 divisé par 10, le nombre d'observations totales dans notre jeu de données. Mu2, la moyenne des observations dans le cluster vert, et sigma 2, la matrice de covariance des observations du cluster vert. Ça nous permet de visualiser la loi qui représente les observations du cluster vert. On va pouvoir calculer pour chaque observation la probabilité d'appartenance à chaque distribution. On regarde pour chaque observation la probabilité la plus haute. Les observations appartiendront désormais au cluster avec la probabilité d'appartenance la plus élevée. Donc on aura cette observation en orange qui va passer du cluster vert au cluster rouge. Maintenant, il est temps de calculer les nouvelles distributions pour chaque cluster. On va commencer par le cluster rouge, on va calculer de nouveau la proportion de population, la moyenne et la matrice de covariance. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir calculer la nouvelle loi et le tracer sur notre graphique. On poursuit avec le cluster vert. On calcule pi, mu et sigma, on met à jour la loi et on la trace sur le graphique. Et puis, c'est reparti pour un tour. On va calculer les probabilités d'appartenance aux nouvelles lois pour chaque observation. Pour chaque observation, on va repérer la probabilité la plus élevée. Les observations appartiendront au cluster ayant la probabilité d'appartenance la plus élevée. On voit que l'observation orange va passer de la classe verte à la classe rouge. On a maintenant de nouveaux clusters et on va pouvoir calculer les nouvelles distributions. Je vais aller un peu plus vite car on va répéter la même chose encore et encore. Donc on calcule les nouvelles distributions pour la classe rouge et pour la classe verte. On calcule les probabilités d'appartenance pour chaque observation. On s'intéresse aux probabilités les plus hautes et on réorganise les clusters par rapport à ces probabilités. On voit qu'une nouvelle observation orange passe du cluster vert au cluster rouge. On met à jour nos clusters. On calcule une nouvelle loi pour la classe rouge et la classe verte. On calcule les probabilités d'appartenance. En fonction de ça, on réorganise les clusters, ce qui nous donne ces clusters. On calcule les nouvelles lois normales et on se rend compte qu'elles ont exactement les mêmes attributs que lors de l'entraînement précédent. Cela signifie donc la fin de l'entraînement. Avantages et inconvénients du Gaussian Mixture. Même si ce modèle utilise des probabilités, si on a bien compris le fonctionnement du K-means, ça reste assez similaire. On passe juste d'un calcul de distance à un calcul de probabilité. La distribution est plus adaptable que le K-means car on se base sur des lois normales et en théorie, grâce au théorème central limite, si on a assez d'observations dans une distribution, elle a tendance à s'approcher d'une loi normale. Théoriquement, le Gaussian Mixture pourrait s'approcher de n'importe quelle distribution. Pour les inconvénients, la valeur de K est fixe, donc on a besoin d'entraîner un modèle pour chaque valeur de K si l'on souhaite tester des modèles. Le Gaussian Mixture est également sensible à l'initialisation et il est également sensible aux valeurs aberrantes. Voilà, maintenant vous savez tout sur la théorie du Gaussian Mixture. Maintenant que vous avez en tête toute la théorie sur les Gaussian Mixture, il est temps de les appliquer. C'est la meilleure façon d'ancrer ces nouvelles connaissances dans votre cerveau et de s'en souvenir à long terme. Et pour moi, la meilleure manière d'apprendre et d'être sûr de bien comprendre un algorithme, c'est de le recoder from scratch. Comme ça, il n'y a plus de doute, soit ça fonctionne et vous avez tout compris, soit ça ne fonctionne pas et il y a encore des choses à revoir. Je le répète, mais si vous voulez avoir accès aux slides que l'on a vu précédemment et au code que je vais exécuter dans la suite de la vidéo, vous retrouverez tout dans un lien en description. Comme ça, vous pourrez exécuter le code en même temps que moi. Allez, let's go coder le Gaussian Mixture from scratch avec Python. On est maintenant dans le notebook pour recoder from scratch le Gaussian Mixture avec Python. On va commencer par importer les packages. Maintenant, on va créer notre jeu de données. On va générer des données avec 3 lois normales différentes. L'objectif est de créer 3 distributions assez facilement séparables pour pouvoir vérifier les résultats de nos fonctions et de nos algorithmes.
On va stacker toutes ces données générées dans une variable xtrain. On va visualiser notre jeu de données d'entraînement et on voit que voilà, les trois distributions sont quand même assez facilement séparables. Maintenant qu'on a nos données, let's go implémenter le Gaussian Mixture. On va commencer par l'initialisation de la classe, avec, comme vous en doutez, la fonction init. On va demander à l'utilisateur la valeur de k, le nombre de classes que l'on veut chercher dans les données. On va en profiter pour initialiser plusieurs variables. La variable cov qui va stocker les matrices de covariance de nos modèles, la variable min qui va stocker les moyennes de nos distributions, et pi qui va sauvegarder la proportion de population dans chaque distribution. On initialise un modèle de Gaussian Mixture et on regarde si on a accès à toutes nos fonctions. On a bien 2 non, donc c'est bon. On va coder la fonction pour initialiser les lois. Donc on fait un copier-coller de la classe précédente et on va créer une fonction lawUpdate. Cette fonction va prendre en argument xSplit. xSplit est une liste de plusieurs jeux de données, chaque jeu de données appartenant à un cluster. Avec une boucle for, on va parcourir tous les jeux de données de la liste et calculer la moyenne pour chaque cluster. De cette manière, on peut mettre à jour les moyennes de nos lois par rapport aux observations dans chaque cluster. Et pareil pour la covariance, on va faire une boucle pour parcourir la liste, donc chaque jeu de données appartenant à un cluster, et on va calculer la covariance pour chaque cluster. Ça va mettre à jour la covariance et créer du coup une loi avec pour chaque cluster une moyenne et une covariance. Dans xSplitShape, on aura la shape, donc le nombre d'observations dans chaque cluster. Ça va nous servir à calculer pi. Pi qui est la proportion d'observations dans chaque cluster. Donc on va diviser splitShape par le nombre total d'observations dans tout notre jeu de données. Maintenant, on va tester cette fonction. On va initialiser un Gaussian Mixture avec 3 classes. On va utiliser la fonction arraySplit de NumPy pour diviser notre jeu de données en k sous-ensembles. Et on va utiliser ces sous-ensembles pour mettre à jour nos lois. On a des petites coquilles que l'on va corriger. Et maintenant, tout est en ordre. Maintenant qu'on a la moyenne et la matrice de covariance pour chaque cluster, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la fonction qui va créer notre loi normale. Je vais commencer par vous rappeler l'expression mathématique de la loi normale multivariée. La fonction normalLaw sera une static method, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'informations de l'objet pour fonctionner. Elle va prendre en entrée x les informations que l'on veut faire passer par la loi normale, mu la moyenne de cette loi normale et sigma la matrice de covariance de cette loi normale. La fonction n'est pas complexe, on a juste à recopier la fonction mathématique que l'on a vue au-dessus. Maintenant on va tester notre fonction, on va refaire du coup le split de nos données en 3 sous-ensembles. À partir des sous-ensembles, on va calculer les moyennes et les matrices de covariance pour chacun de nos clusters. On va appliquer sur le premier exemple de notre jeu de données une loi normale avec la moyenne et la matrice de covariance du premier cluster. Ça nous donne une valeur. Ce que je vais faire pour savoir si cette valeur est bonne, je vais importer depuis SciPy la multivariate normale, donc la loi normale multivariée. Je vais appliquer la loi multivariée avec les mêmes données. On va voir ce que ça nous ressort. On voit bien qu'on a la même valeur, donc notre fonction loi normale, normalLaw, fonctionne bien. Maintenant qu'on a cette loi normale, on va pouvoir créer une nouvelle fonction. La fonction s'appelle computeLaw. Là encore, c'est une static méthode. Ça veut dire qu'elle n'aura pas besoin d'informations de l'objet pour fonctionner. Ici, ce sera simplement une boucle pour appliquer notre fonction normalLaw sur tout un jeu de données. Il y a peut-être une manière de faire pour optimiser, faire en une seule fonction et sans utiliser de boucle. Mais bon, là, je n'ai pas voulu complexifier le problème, donc j'ai utilisé une solution assez simple. On applique computeLaw sur notre jeu d'entraînement et on voit qu'on a une réponse par observation. Ça nous suffit comme test pour le moment. On va passer à la prochaine fonction, la fonction predict. Predict qui pourrait nous retourner les probabilités d'appartenance. Je vais vous rappeler mathématiquement comment on calcule la probabilité d'appartenance. La fonction s'appelle predict et prend en argument un jeu d'entraînement. D'abord, on initialise la matrice R avec des zéros. On va utiliser une boucle pour parcourir chacun de nos clusters. Ici, on va seulement recopier informatiquement la fonction mathématique qu'on a vue précédemment. Cette fonction va nous retourner R, qui est la probabilité d'appartenance pour chaque observation à chaque cluster. On va tester cette fonction. Et on voit qu'elle nous retourne une matrice 300 par 3, ce qui est très bien. 300 parce qu'on a 300 observations et 3 parce qu'on a 3 lois. Une probabilité d'appartenance d'appartenir au cluster numéro 1, une probabilité d'appartenance d'appartenir au cluster numéro 2 et une probabilité d'appartenance d'appartenir au cluster numéro 3. Maintenant, on va créer une fonction pour visualiser notre modèle. Ça va nous permettre de vérifier que ce qu'on fait, ça a du sens et de visualiser nos modèles pendant l'entraînement pour savoir s'ils apprennent quelque chose. L'idée dans cette fonction, c'est de modéliser la loi normale. Donc c'est un bout de code que j'ai trouvé sur scikit-learn et que j'ai adapté à mon problème. Maintenant, on va vérifier si cette fonction fonctionne bien. Je suis assez content de ces cercles un peu d'ellipse parce que ça nous permet de bien visualiser la loi appliquée à nos données. Donc là, on voit qu'à l'initialisation, les 3 lois sont à peu près au même endroit. L'objectif, ce sera avec la fonction d'entraînement de faire en sorte que chaque loi se déplace et arrive à segmenter, à séparer
nos 3 populations. Et pour cela, on va passer à la dernière fonction de notre classe, la fonction d'entraînement que l'on va appeler fit. Cette fonction va prendre en entrée le jeu de données d'entraînement. On va sauvegarder dans ShuffleX cas sous-ensemble de notre jeu de données d'entraînement. On va appliquer la fonction low update à ShuffleX pour mettre à jour nos clusters et nos lois. On va initialiser last min et last cov avec des matrices de 0. Ça va nous servir comme condition d'arrêt pour notre boucle. Tant que la moyenne et la matrice de covariance actuelle est différente de la matrice de covariance et la moyenne du modèle précédent, on continue d'entraîner. Lorsque d'une itération sur l'autre, on a la même moyenne et la même matrice de covariance, ça veut dire que le modèle a convergé, donc on peut arrêter l'entraînement. Donc tant que le modèle ne s'est pas entraîné, on va répéter les actions suivantes. Visualiser le modèle, sauvegarder la liste de moyenne et la liste de matrices de covariance dans last min et last cov, calculer les probabilités d'appartenance pour le jeu d'entraînement et le sauvegarder dans R, rattacher chaque observation au cluster où il a la plus forte probabilité d'appartenance, et mettre à jour les lois avec les nouveaux clusters. Maintenant, on va tester notre fonction d'entraînement en entraînant un modèle. On va corriger quelques coquilles. Et maintenant, on peut suivre l'entraînement de notre modèle. On voit qu'à la base, les lois sont positionnées tous au même endroit. À chaque itération, la loi va bouger pour segmenter une partie du jeu de données, jusqu'à ce que le modèle converge et que les 3 lois sont bien adaptées à chaque distribution de données. On voit que les Gaussian mixture s'adaptent bien plus au jeu de données que ne l'aurait fait le K-means. Voilà, c'est tout pour recoder le Gaussian mixture from scratch avec Python. Maintenant que vous avez vu toute la théorie et qu'on a même recodé from scratch l'algorithme avec Python, là je pense qu'au niveau théorie, vous avez bien tout assimilé. Mais le code que l'on vient d'écrire pour entraîner et mieux comprendre le Gaussian mixture n'est pas très optimisé. On ne peut pas l'utiliser dans un projet pro ou même perso. Pour entraîner des modèles performants, que ce soit en pro ou en projet perso, il y a une bibliothèque qui s'appelle scikit-learn. C'est gratuit et très optimisé pour entraîner n'importe quel modèle de machine learning. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment entraîner des modèles de clustering en utilisant la fonction de scikit-learn Gaussian mixture. Le but est également de vous présenter tous les paramètres que vous propose scikit-learn pour que vous ne fassiez pas des choix au hasard. Car faites bien attention, si vous entraînez des modèles avec des valeurs de paramètres aléatoires, au mieux votre modèle sera moyen, au pire inutilisable. Allez, venez, on plonge dans le notebook. Maintenant, il est temps de comprendre comment utiliser la fonction de Gaussian mixture de scikit-learn pour entraîner des modèles optimisés de clustering. On va commencer par importer les packages. On va ensuite importer les données. On va importer les données iris que l'on va essayer de segmenter. Le jeu de données iris contient des mesures de pétales et de sépales pour 3 variétés d'iris. Elles forment des groupes distincts avec des mesures différentes. C'est un bon jeu de données pour s'entraîner au clustering. On va séparer le jeu de données en ensemble d'entraînement et de test. Et on va normaliser les données pour que toutes les variables aient la même échelle. On va commencer par déterminer le nombre de classes optimales pour séparer notre jeu de données. On a ici une fonction que j'ai recodée pour calculer la distorsion ou le SSE. On va avoir une boucle for avec un K de 2 à 9 pour ici initialiser successivement des modèles de 2 à 9 classes, les entraîner avec les méthodes fit, prédire les classes pour chaque observation et calculer la distorsion pour chaque observation. Et pour chaque classe, on stocke le score dans SSE score. Si on le trace graphique avec le SSE score, le distortion score en fonction du nombre de classes, on voit que plus le nombre de classes augmente, plus la distorsion baisse. C'est normal car plus le nombre de classes est élevé, plus les données sont homogènes. Et donc si on utilise la méthode du coude sur ce graphique, on voit que le nombre de classes pour nos modèles est 3. On va donc choisir 3 pour l'entraînement de nos futurs modèles. Maintenant qu'on a notre nombre de classes, on va pouvoir initialiser notre modèle et l'entraîner. Donc on l'initialise ici, on l'entraîne avec la méthode fit. Voilà, notre modèle est maintenant entraîné. On va pouvoir l'appliquer sur le jeu de données d'entraînement et le jeu de données de test. Donc le jeu de données de test qui n'a pas servi à l'entraînement du modèle. Et on va calculer leur silhouette score. On voit que les silhouette scores sont proches, ce qui est encourageant, c'est-à-dire que notre modèle est stable, même sur des données qu'il n'a jamais vues. Maintenant, on va visualiser notre modèle. Maintenant, on peut voir les clusters créés en traçant les classes par les variables longueur de la pétale, longueur de la sépale. Et le cluster a l'air cohérent. Et si on regarde les vraies classes, on voit que c'est vraiment très cohérent avec les classes réelles des différentes espèces d'iris. Donc vous savez maintenant entraîner des modèles de Gaussian mixture avec scikit-learn. Vous avez vu que c'était pas très compliqué d'utiliser scikit-learn. Pourtant la fonction a pas mal de paramètres. Choisir de mauvaises valeurs pour les paramètres peut amener à entraîner au mieux un modèle peu performant, au pire un modèle inutilisable. On va voir ensemble à quoi servent les différents paramètres de la fonction de scikit-learn pour que vous puissiez entraîner les modèles les plus performants possibles, et on prendra également le temps de passer en revue les différents attributs mis à disposition par scikit-learn. On va commencer par nComponent. nComponent est le nombre de clusters que l'on souhaite trouver dans nos données. On l'a déjà vu précédemment lorsqu'on cherchait le nombre de classes optimales. Par exemple ici, il y en a 2.
on voit bien qu'on a 2 classes, mais on peut mettre 5 par exemple. Il va essayer de trouver 5 classes non données. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a covariance type. Le paramètre covariance type vous permet de choisir différentes options pour le calcul de la matrice de covariance. Si vous n'avez pas une bonne raison, je vous conseille de garder la valeur par défaut. Ensuite, on a toll. Toll est un paramètre pour stopper l'entraînement lorsque le modèle a déjà convergé. Parfois, le modèle, même s'il a convergé, continue à gagner quelques millièmes de performance à chaque itération, ce qui n'est plus très intéressant. Toll permet d'arrêter l'entraînement dans ce cas. Si la performance gagnée d'une itération sur l'autre n'a pas été au moins la valeur de toll, alors l'entraînement s'arrête. Par défaut, toll est égal à 0,001. Plus toll sera grand, plus on arrêtera vite l'entraînement. Plus toll sera petit, plus on continuera longtemps l'entraînement. Ensuite, on a regcovar. Regcovar ajoute une régularisation à la diagonale de la covariance pour s'assurer que la matrice de covariance est positive. Pareil que pour covariance type. Si vous n'avez pas une bonne raison de faire des changements dus à votre application, laissez les paramètres par défaut. Ensuite, ici, on a max iter. Max iter est le maximum d'itérations que le modèle va utiliser avant d'arrêter l'entraînement. Par défaut, c'est 100. Donc si après 100 itérations, le modèle n'a toujours pas convergé, le modèle s'arrête de s'entraîner. Si lors de l'entraînement du modèle, vous avez un warning vous disant que le modèle ne converge pas, n'hésitez pas à augmenter le nombre de max iter. Ensuite, on a ninit. On l'a dit lors de la théorie, le Gaussian Mixture est un modèle sensible à l'initialisation. On va donc entraîner plusieurs modèles d'affilée et garder seulement le meilleur modèle. Par défaut, ninit est à 1, ce que je trouve assez dommage. Si on fait un entraînement avec 1, donc on voit que le CE score est de 0,31. Là, on va entraîner 10 entraînements et on voit que sur les 10 entraînements, on va garder le meilleur. Et donc, on a un CE score plus élevé, 0,37. Ça veut dire que le modèle est plus performant. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous entraînez, à mettre un ninit égale 10. Ça peut vous aider à passer au-dessus d'une mauvaise initialisation. Init param est pour l'initialisation du modèle. Scikit-learn propose plusieurs formes d'initialisation et par défaut, il a kmins. J'ai trouvé un code dans la documentation de Scikit-learn qui vous permet ici de montrer les différents points d'initialisation des modèles. Random ici, il prend un point et tout part de ces points. Random data, il choisit 4 observations aléatoires et il part de là. Kmin et Kmin++, il les entraîne à Kmin et donc on utilise les centroïdes comme initialisation pour le Gaussian Mixture. La différence entre Kmin et Kmin++ n'est pas folle, donc par défaut laissez Kmins. En tout cas, je ne vous conseille pas d'utiliser plutôt random from data ou random. Passons à weight init. Weight init, vous pouvez donner un poids différent à chaque classe de votre modèle. Si vous n'avez pas une bonne raison, donc laissez tomber ce paramètre. Ensuite, on a min init. Vous pouvez initialiser vous-même la distribution de départ si vous avez une idée de la distribution que vous souhaitez trouver. Mais la plupart du temps, pas besoin avec l'initialisation kmin. Ça fait bien le job. Pareil pour précision init, je vous conseille de ne pas utiliser ce paramètre. Maintenant, on arrive à random state qui permet de contrôler l'aléatoire du modèle. Avec un random state fixe, on peut avoir des résultats reproductibles, ce qui est important en phase de test du modèle. Par exemple, ici, si j'entraîne plusieurs modèles, il y a des chances que les clusters à l'arrivée soient différents. Si je mets une valeur à random state, donc égale 1, 1, 1, hop, on voit que le résultat sera toujours le même. On voit bien que les résultats sont reproductibles. Warm start, cet argument permet de prendre comme initialisation un modèle déjà entraîné. Si vous avez déjà fait un entraînement dans le passé et que vous voulez faire un réentraînement avec de nouvelles données, vous pouvez utiliser warm start pour ajouter une nouvelle donnée et utiliser votre précédent modèle comme initialisation. Verbose contrôle le nombre d'informations auxquelles on a accès pendant l'entraînement. Par défaut, c'est 0. Mais on peut faire un verbose égale 1 par exemple. On a des informations sur tous les entraînements des différents modèles. On peut avoir aussi un verbose égale 2. Ici on a même le temps par entraînement et le coût associé. Bon, par défaut ça ne sert à rien, je vous conseille de laisser à 0. On a même un verbose intervalle qui détermine le nombre d'itérations avant d'afficher des informations. Par défaut je vous conseille de laisser à 0 verbose et à 0 verbose intervalle. Ça ne sert jamais à grand chose. Maintenant que vous comprenez comment chaque paramètre fonctionne, il est temps de découvrir les fonctions des différents attributs. On a weight qui retourne le poids de chaque cluster. Il y en a bin qui retourne la moyenne ou centroïde de chaque distribution. On a covariance qui retourne la matrice de covariance de chaque distribution. On a précision qui retourne la matrice de précision pour chaque distribution. Ne vous en faites pas si vous ne savez pas quoi en faire, vous n'allez quasiment jamais l'utiliser. Pareil pour précision Cholesky. On a converge qui indique si le modèle a convergé. Il faut faire très attention si le modèle n'a pas convergé car il aura une performance très faible. Ici j'ai mis max iter égale 1, ça veut dire qu'on a seulement une itération pour converger. Si le modèle n'a pas convergé en itération, on arrête l'entraînement. On voit ici qu'on a un warning qui nous dit que le modèle n'a pas convergé. Et converge égale false. La plupart du temps, lorsque notre modèle ne converge pas, on a un warning, ce qui mitige l'intérêt de l'attribut pour converge. On va quasiment jamais aller le chercher.
Si on voit qu'on a un warning là, on sait que le modèle n'a pas convergé. On a niter qui nous retourne le nombre d'itérations utilisées pour converger. Ça peut être intéressant pour savoir si on a atteint le max iter lors de l'entraînement du modèle. Si c'est le cas, ça veut dire que le modèle n'a pas convergé, donc il faut faire très attention. La plupart du temps, on a un warning lors de l'entraînement du modèle s'il n'a pas convergé, comme on a vu précédemment, ce qui mitige également l'utilité de l'attribut niter. On a lower bound. Lower bound nous retourne la valeur la plus basse de la log likelihood pour le meilleur entraînement. La log likelihood est la fonction de coût lors de l'entraînement. On a nFeatureIn qui nous retourne le nombre de variables utilisées pour l'entraînement. Ici, on a 4 variables, donc l'attribut nous retourne 4. Peu d'intérêt pour cet attribut également. Et on finit par FeatureNameIn. FeatureNameIn retourne les noms des variables utilisées pour l'entraînement s'il y en a. Moi, par exemple, j'en ai pas mis, donc il y a une erreur lorsque j'utilise cet attribut. C'est tout pour l'utilisation de la fonction de Gaussian Mixture avec Scikit-learn. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour entraîner les modèles les plus performants de clustering avec la fonction Gaussian Mixture de Scikit-learn. Comme on l'a vu dans cette vidéo, le Gaussian Mixture peut s'adapter à des distributions plus complexes que le faisait le K-mean. Mais pourtant, dès que la distribution devient hautement non linéaire, le Gaussian Mixture n'arrive plus à s'adapter assez pour résoudre le problème. Et pour cela, on a besoin de voir un nouvel algorithme, le DBScan, qui lui, même si les données sont hautement linéaires, arrive à repérer des clusters dans nos données. Pour découvrir comment fonctionne le DBScan et continuer cette formation, vous n'avez qu'à cliquer ici. Allez, on se retrouve de l'autre côté.